Nous voici à Montholin, une commune de 800 habitants située dans le département de l'Aube, à seulement 10 km des bords de Seine et du centre-ville de Troyes. La vie est nettement moins chère et beaucoup plus sympathique que dans le centre-ville ou même dans une périphérie avec des immeubles. Et donc Montholin reste un petit village très résidentiel et calme. À l'extérieur du village, il existe une construction atypique, connue sous le nom de château de Montabert. C'est ici que vit Jean-Claude, 56 ans. Sa femme, Fatira, a 33 ans et ses deux enfants sont âgés de 6 et 9 ans. C'est une belle demeure bourgeoise avec un joli parc, avec une orangerie, avec des dépendances, avec une piscine. Ce lundi 28 juillet 2003, comme tous les lundis à 9 h, le gardien prend son service. Mais aujourd'hui, en s'approchant de la demeure, une première chose l'interpelle. Il est surpris, d'habitude, Jean-Claude est quelqu'un qui se manifeste, il est gouailleur, il va l'accueillir, etc. Rien. Donc il ouvre la porte, il va découvrir Jean-Claude. Il gît dans un couloir. Il est allongé, il est entouré d'une couette, il est dans un triste état. Le gardien, affolé, prévient immédiatement les gendarmes. Lorsque ces derniers pénètrent dans le château, ils retrouvent Jean-Claude, maculé de sang, mais toujours vivant. Il respire à peine, il subsiste un tout petit filet de vie. Les gendarmes appellent les secours et poursuivent leurs investigations. Et dans la chambre parentale, de nouveau, ils découvrent l'horreur. Ils vont découvrir sa compagne, Fatira, qui, elle, est inanimée près du lit. Et malheureusement, ils s'aperçoivent qu'elle est sans vie. Une mère de famille décédée, un mari entre la vie et la mort. Les gendarmes redoutent le pire pour les deux enfants. Et ils vont monter les marches de l'escalier avec la substitut de permanence, sans savoir ce qu'ils vont trouver là-haut. Il n'a pas d'enfant, ce qui en soit une très bonne chose parce que la scène de crime au rez-de-chaussée est absolument épouvantable. Et c'est vrai que la crainte que nous avions, c'est de retrouver une deuxième scène identique à l'étage. Que s'est-il passé au château de Montholin? Où se trouvent les deux enfants de Fatira? Jean-Claude va-t-il s'en sortir? Et qui est responsable de ce carnage? À Montholin, les services de la section de recherche de Reims, dorénavant en charge de l'enquête, investissent le château. Dans un premier temps, ils s'intéressent au corps de Fatira, 33 ans. Ils découvrent une jeune femme qui est sur le dos, allongée, qui n'est vêtue que d'un simple slip, qui a le visage tuméfié avec un fort hématome à la tête. Les yeux sont fermés mais sont tuméfiés, des traces de griffures, du sang. Ils pensent même éventuellement qu'il y a peut-être un crime sexuel à la clé, car la découverte de ce corps dans cette position est surprenante et dramatique. À côté de cette scène extrêmement violente, un détail les interpelle. Un téléphone portable se trouve là, comme abandonné, à proximité de Fatira. Ils progressent ensuite dans la maison et constatent qu'elle a été intégralement fouillée. Il n'y a plus le sac à main de sa compagne, le téléphone a disparu, des bijoux ont disparu, des armes également. Donc pas des choses de très grande valeur, mais des objets ont disparu. On essaie de repérer s'il y a des empreintes, des cheveux qui auraient pu appartenir à là où les personnes auteurs de ce cambriolage violent, mortel. Et puis finalement, il n'y a rien. À l'extérieur du domaine, la voiture de Jean-Claude a également disparu. Comme ils ne disposent d'aucune piste sérieuse, les enquêteurs veulent entendre le compagnon de Fatira, mais à l'hôpital, son état a empiré. Jean-Claude est à présent dans le coma. On a affaire véritablement à un spectacle incroyable, c'est-à-dire que la tête a considérablement gonflé, on voit deux fentes pour les yeux,
il est tuméfié. C'était impressionnant. Et on est très rapidement non seulement inquiet, mais c'est la colère. Pour les médecins, une seule certitude. Si Jean-Claude se réveille, il gardera de très lourdes séquelles. De leur côté, les gendarmes de Reims s'inquiètent toujours du sort des 2 enfants de Fatira. La procédure dans ces cas-là est de prévenir bien sûr la famille de la défunte et c'est uniquement à ce moment-là qu'on apprend qu'en réalité les enfants ont été confiés à sa sœur. Les enfants sont sains et saufs. Les gendarmes procèdent à présent à l'enquête de voisinage. Un riverain explique qu'il a découvert 2 carabines à environ 200 mètres du château. Après vérification, il s'agit bien des armes dérobées dans la demeure. Parallèlement, donc les services de police vont découvrir un véhicule qui est abandonné à la sortie de la ville. La vitre est ouverte, les feux de stationnement sont en position et le véhicule est par contre fermé à clé. Donc ça va intriguer et avec le numéro d'immatriculation, rapidement, on s'apercevra que c'est juste du véhicule de Jean-Claude. Ils procèdent alors à des analyses sur la voiture et les armes, en espérant remonter la piste des suspects. On ne retrouve strictement rien. En général, on arrive toujours à retrouver des traces ADN sur un volant, sur un pommeau de vitesse, ou des cheveux, là rien, strictement rien. C'est le néant total. Hein. C'est là où on se dit que finalement l'enquête va être difficile. Comme semblent le penser les enquêteurs, s'agirait-il d'un cambriolage qui aurait mal tourné? Dans ce cas, pourquoi un tel acharnement sur Jean-Claude et Fatira? Que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de ce couple pour le moins atypique? À la section de recherche de Reims, face à la violence du drame, l'enquête s'oriente désormais sur la piste d'un règlement de compte. Pour y voir plus clair, les gendarmes s'intéressent à l'histoire du couple. Les enquêteurs vont se tourner vers la vie de Fatira, l'immigration de la 2e génération, une vie avec des parents extrêmement modestes, une famille nombreuse. Elle est l'avant-dernière de cette famille de 12 enfants. Et puis, une Fatira qui, au milieu de cette famille, va vivre avec ce souci permanent d'être indépendante. Séparée de son compagnon, avec lequel elle a eu 2 enfants, Fatira est arrivée il y a 4 ans à Troyes pour refaire sa vie. Elle y trouve un travail comme auxiliaire de vie et c'est là, dans un restaurant, qu'elle rencontre Jean-Claude, un entrepreneur qui a fait fortune dans l'immobilier. De 18 ans sa cadette, la jeune femme mène avec lui une vie stable et rassurante. Dans la région, Jean-Claude, c'est un homme d'affaires important, très important. C'est quelqu'un qui est entouré d'une réputation, pas sulfureuse, mais d'une réputation commerciale, financière, très importante. On parle de lui, en bien ou en mal, à tort ou à travers, mais on parle de lui. Les enquêteurs se demandent si cette réussite professionnelle aurait pu lui valoir des ennemis. Qu'il y ait des rivalités commerciales, qu'il y ait des rivalités dans le monde des affaires, c'est possible. Mais alors, ça se traite autrement et dans d'autres circonstances. Là, il n'y a rien qui justifie. Mais rien, c'est rien. Donc, il faut chercher ailleurs. Les enquêteurs se penchent sur les relations entre le couple et leur famille. Les différences d'âge et de milieu entre Fatira et Jean-Claude auraient-elles engendré des tensions? Du côté de Jean-Claude, cette union, elle est totalement acceptée par sa famille. Mais effectivement, Fatira, elle a des enfants, elle avait un mari à l'époque, et les enquêteurs se sont demandé s'il n'y avait pas là un problème, un règlement de compte, une vengeance. Très rapidement, cette hypothèse a été écartée. Alors qu'ils sont dans l'impasse, les gendarmes reçoivent les résultats de l'autopsie du corps de Fatira. Avec, ils l'espèrent, des indices à la clé. Elle nous apprend qu'il y a eu des manœuvres d'étranglement qui, en soi, n'ont pas été mortelles, puisque ce sont les coups
portés au niveau de la tête qui ont entraîné un hématome sous-dural et qui ont été à l'origine de la mort. Mais pour autant, ça nous révèle quand même aussi qu'il y a eu cette violence extrême. Les enquêteurs ne cessent de s'interroger. Qui pouvait en vouloir à Fatira à ce point et pourquoi? Jean-Claude va peut-être pouvoir les aider. Au bout de 3 mois, il sort enfin du coma. Tout le monde pensait que je me rappelais de quelqu'un, d'un gars. Je me demandais physiquement comment il était et tout. Rien. Je me rappelais de rien. Dans ces moments-là, on est dans un autre monde. Déjà content d'être vivant. Mais je me rendais même pas compte où j'étais. À la section de recherche de Reims, il reste un scellé que les gendarmes n'ont pas encore exploité. Le portable, découvert par terre près du corps de Fatira. Si le couple connaît ses agresseurs, peut-être y a-t-il eu des échanges la nuit du drame. On va regarder un peu s'il y a des appels qui ont été émis et on va se rendre compte qu'un appel a été émis, mais à destination du portable donc, de Jean-Claude, qui est dans la même maison au moment des faits. Et puis on va se rendre compte qu'il y a un message qui a été laissé. Qui est à l'origine de ce message? Que va-t-il révéler aux enquêteurs? Fatira et Jean-Claude connaissaient-ils leur agresseur? À la section de recherche de Reims, les enquêteurs viennent de découvrir qu'un message a été laissé le jour du drame sur le portable retrouvé à côté du corps de Fatira. Et ils sont bien loin d'imaginer ce qu'ils vont entendre. Il y a des bruits sourds, qui ressemblent à des bruits de coups. Puis il y a des cris, il y a des gémissements d'une voix de femme. Et on s'apercevra que c'est Fatira qui subit des violences, qui subit des insultes, qui subit des coups. C'est glaçant. C'est glaçant parce qu'on sait que c'est pas de la fiction. Et on sait ce qui s'est passé après, puisqu'on a découvert, et j'ai découvert avec les enquêteurs le corps. Donc effectivement, on a envie que cette bande audio nous dise qui sont les personnes. Donc on l'écoute et on l'écoute encore. À ce stade, une certitude pour les gendarmes. Les agresseurs étaient au moins 3, avec un meneur que l'on entend plus que les autres. Mais la bande audio livre aussi un autre élément. Il parle du cofio, le coffre. Donc on sait qu'ils vont chercher de l'argent. Eh bien, ça va permettre de mettre fin, une fois pour toutes, à toutes ces rumeurs, tous ces fantasmes qui concernaient la vie professionnelle de Jean-Claude, ou éventuellement celle de Fatira, et puis revenir finalement à un crime crapuleux, rien d'autre. Qui sont ces 3 cambrioleurs? 5 mois après le drame, un nouvel élément va faire rebondir l'enquête. Soudainement, un témoin qui anonymement vient déclarer aux gendarmes qu'elle a entendu 3 personnes ou 4 lors d'une conversation qui était surprise dans la rue, et l'un d'entre eux disant aux autres qu'il allait les dénoncer pour cette affaire de Montolin. Cette femme connaît ces 4 jeunes et donne leur identité aux gendarmes. C'est une bande d'un quartier populaire de Troyes. L'enquête repart et donc effectivement on part exploiter cette piste, et ce d'autant que les personnes qui sont mises en cause sont des personnes connues en matière de délinquance, relativement chevronnées, et dont le portrait pourrait coller avec les personnes qui ont commis les faits au château de Montolin. Les gendarmes se rendent immédiatement à l'adresse indiquée par le témoin et ils font une découverte surprenante par terre, derrière un parking. Ils vont découvrir calcinés des effets, donc un sac, un téléphone, et après vérification, il s'avère qu'il s'agit du sac de Fatira et du téléphone de Fatira qui a été donc brûlé. Pour les enquêteurs, c'est un motif suffisant pour interpeller la bande. Le 21 janvier 2004, soit 6 mois après le drame,
Les 4 jeunes sont placés en garde à vue. Ils contestent toute implication dans le cambriolage meurtrier, mais sont cependant mis en examen. Et ils partent en prison. La boucle est bouclée, tout est fait. On va mener des investigations complémentaires, petit à petit, par bribes, par éléments matériels. On va monter le dossier, on va le construire. Mais les analyses ADN sur les objets découverts ne donnent rien. De plus, le témoin anonyme n'a pas vu les membres de la bande en possession des objets volés, ni en train de les brûler. Au fur et à mesure des investigations, d'autres éléments nous sont parvenus qui ont permis définitivement de les écarter de la liste des suspects. Pour les enquêteurs, c'est un coup dur. 6 mois après les faits, ils repartent à zéro. Réussiront-ils à mettre un nom sur les responsables de ce crime odieux? Jean-Claude saura-t-il un jour pourquoi lui et sa compagne ont été agressés avec tant de violence? À Troyes, près d'1 an après le drame, les enquêteurs sont sur une nouvelle piste. Des rumeurs circulent au sujet d'une autre bande, celle d'un certain Ali, qui serait à l'origine des faits. Ali, c'est un petit caïd. C'est un type qui s'est détruit. Il était gosse, il a joué avec une bombe à aérosol et il l'a fait exploser, il s'est brûlé. Il vit avec cette plaie qu'il ne supporte pas. On a l'impression que c'est le facteur déclenchant. C'est ce qui fait qu'il a un discours de haine vis-à-vis de la société et vis-à-vis du monde qui l'entoure. Âgé de 23 ans, Ali, comme les autres membres de sa bande, compte déjà plusieurs condamnations. Et après vérification sur l'enregistrement du portable de Fatira, l'une des 3 voix semble correspondre à celle d'Ali. À partir de ce moment-là, on est quasiment certain d'être sur la bonne équipe. Et c'est là où les opérations d'interpellation vont se déclencher. Le 12 juillet 2004, toute la bande est placée en garde à vue, sauf l'un d'entre eux, Ramazan, qui a fui dans son pays d'origine, la Turquie. Dans un premier temps, Ali, le chef de la bande, nie les faits en bloc. Les enquêteurs passent donc à la 2e étape. On va lui faire écouter l'enregistrement audio. Et là, c'est, je pense, un choc pour lui. Il ne s'attendait absolument pas à ce qu'une partie de la scène ait été enregistrée. Et après avoir écouté cette bande, il va reconnaître les faits. Le chef a parlé et les langues se délient. Ils expliquent s'être retrouvés d'abord à 4. Après plusieurs verres, Ali évoque l'idée du cambriolage. Il connaît une maison où il y a beaucoup d'argent et un coffre. Les hommes se rendent donc aux abords de la propriété, vont escalader le mur d'enceinte et une fois à l'intérieur dans la propriété, vont se rendre compte qu'il y a une voiture. Ils comprennent à ce moment-là qu'il y a manifestement du monde dans la maison et sur l'initiative d'Ali, ils vont aller chercher 2 autres personnes pour venir en renfort parce que c'est une très grande propriété et qu'ils se disent que surtout s'il y a du monde, il vaut mieux être plus nombreux. À 23 h, le groupe se dirige vers la maison, pendant que l'un d'entre eux reste dans la voiture pour faire le guet. Ali va fracasser la porte d'entrée et ils vont rentrer pour le cambrioler. Très rapidement, il va y avoir une scène de violence avec Jean-Claude qui, bien entendu, va tenter de se défendre face à des agresseurs. Des coups de poing vont lui être donnés. On l'emmène vers le bureau, on le traîne, il est nu. Puis on va lui taper dessus, il faut le faire cracher, le bâtard. Il faut lui faire avouer. Ali et sa bande veulent savoir où se trouve le coffre et son code. Mais en réalité, Jean-Claude n'a pas de coffre. Ils savaient, d'après ce qu'ils ont dit, qu'on avait de l'argent. On n'a jamais eu d'argent sur soi. Moi, j'ai de l'argent à la banque. Quand j'ai eu de l'argent, je vais aller chercher à la banque. Mais jamais j'ai eu de l'argent sur moi. Les coups continuent alors de pleuvoir et l'homme est laissé pour mort. Quant à Fatira, personne ne va reconnaître lui avoir donné des coups. On lui dit simplement de s'allonger au sol et de ne pas bouger.
À la fin des auditions, les enquêteurs sont face à une énigme. Qui est le véritable auteur du meurtre de Fatira? Et quel est son mobile? On se pose forcément des questions sur les raisons d'une telle violence. Alors c'est vrai que dans les pistes avancées, c'était de se dire est-ce qu'elle ne connaissait pas l'un des agresseurs et qui, pour ne pas laisser de traces, a voulu la tuer parce qu'elle risquait de le dénoncer. Mais rien ne viendra confirmer cette version. Pour le juge en charge du dossier, les charges contre Ali et sa bande sont suffisantes. Ils sont renvoyés devant les assises pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort. Le procès permettra-t-il de faire toute la lumière sur cette affaire? Qui a frappé Fatira à mort? Et pour quelle raison? Le lundi 26 juin 2006, soit 3 ans après les faits, s'ouvre le procès d'Ali et de sa bande devant la cour d'assises de l'Aube. Seul absent, Ramazan, toujours exilé en Turquie. Dans la salle d'audience, l'ambiance est lourde. C'est le premier face-à-face entre Jean-Claude et ses agresseurs. J'en ai tellement subi que je me rends compte de la réalité de la sortie de l'affaire. Où je me suis rendu réellement compte sur le procès, aux assises. Alors, c'était pas brillant. On voit ces gars-là, toute cette équipe de gens là, peu élégants, capables de tout. Sur le banc des parties civiles, les sœurs de Fatira attendent elles aussi des réponses. Donc un souci, c'est de comprendre, essayer d'avoir une explication sur ce qui a pu se dérouler. Pourquoi vous m'avez tué? Mais dans leur box, les 6 accusés ont bien compris que les absents ont toujours tort. Ils rejettent donc la faute sur Ramazan. C'est le parfait coupable. Aux yeux, bien entendu, c'est facile des co-auteurs, mais également pour le juge d'instruction, quelqu'un qui est en fuite sur une affaire de cette ampleur, et puis vraisemblablement pour le jury d'assises. L'avocate générale prend la parole et se lance dans son réquisitoire. Face au juré, elle insiste sur la responsabilité collective et surtout sur la violence extrême de ce meurtre. Je leur dis, ça fait 3 ans que j'attends de vous dire ce que je vais vous dire. Ça fait 3 ans et voilà, et je leur explique. Très simplement, très basiquement même, ce que j'ai fait, ce que m'ont dit les enquêteurs quand je suis arrivée dans la maison, mes impressions, quand je vois ne serait-ce que ces traces de sang partout, à côté, qui ont même jusqu'à éclabousser les portraits, les photos des enfants qui sont accrochés au mur. Et je leur dis ce que je ressens lorsque je monte à l'étage, parce qu'au départ, on pensait que les enfants y étaient. C'était quelque chose de très humain et qui me paraissait important, puisque cette affaire, elle est au-delà, justement, du simple cambriolage qui a mal tourné. Après délibération, Ali, reconnu comme le meneur, est condamné à 30 ans de prison. Les autres peines varient entre 8 et 18 années. Ramazan, qui endosse les faits les plus graves, est condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour moi, ils payent ce qu'ils ont fait. Mais c'est tout. Ils ont tué quand même, faut pas l'oublier. Et moi, ils m'ont laissé pour mort. On peut pas oublier ça. Non, on peut pas oublier ces comportements nauséabonds. Ça, c'est vraiment pauvres gens. Un an plus tard, le procès en appel confirme les condamnations les plus lourdes. On pense alors mettre un point final à cette affaire. Mais en 2010, un dernier rebondissement vient la relancer. Ramazan, qui est toujours à l'étranger, mais qui a une femme et des enfants en France, tente de revenir en France parce que sa famille lui manque, c'est normal. Il va passer par la Grèce pour essayer de revenir en France, et là, les autorités grecques l'interpellent.
Ramazan demande donc un 3e procès de manière à pouvoir être entendu. Ce procès s'ouvre le 14 novembre 2011 devant la cour d'assises de l'Aube. Et cette fois, ses co-accusés, cités comme témoins à la barre, vont livrer une révélation étonnante. Ils vont à ce moment-là, très clairement, dire que c'est Ali qui est resté le seul en dehors de leur présence avec Fatira, qu'eux étaient à l'extérieur et que c'est Ali qui n'a pu que porter les coups à Fatira. Ramazan voit donc sa peine révisée. Elle passe de la perpétuité à 16 années d'emprisonnement. Si la justice a finalement été rendue, il reste une question dans tous les esprits. C'est une affaire marquante parce qu'on est sorti du procès avec encore des questions sur pourquoi. Pourquoi un tel acharnement sur une femme? Pourquoi un tel acharnement sur Jean-Claude qui ne faisait que défendre sa propriété? Pourquoi cette volonté de tuer là, à ce moment-là? Et je pense que cette histoire reste aussi dans nos esprits, dans mon esprit en tout cas, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse à cette question. Aujourd'hui, à Montholin, plus de 10 ans après les faits, Jean-Claude reste un homme détruit. De cette soirée d'été 2003, il conserve des séquelles physiques et neurologiques et redoute ses nuits, peuplées de cauchemars. L'attaque, elle a eu lieu une nuit à 3 h du matin. Eh bien, toutes les nuits, même cette nuit, à 3 h du matin, je suis réveillé. Voilà ce que j'ai comme reste de ce problème. Ça, il y a tout le temps, toutes les nuits, je peux faire ce que je veux. Je me réveille, je regarde l'heure, je dis tiens, c'est l'heure. On ne peut pas oublier, maintenant. On ne peut pas oublier, impossible. Nous sommes à Calville, en Haute-Normandie. Situé à une vingtaine de kilomètres de la Seine, entre Évreux et Deauville, ce village de 800 âmes offre à ses habitants une tranquillité et un bien-être des plus accueillants. Vous avez des pâtures, vous avez un cadre de vie relativement attrayant. Donc la Normandie telle qu'on s'imagine. Le matin du lundi 17 août 2009, une douceur estivale s'est installée depuis quelques jours, mais vers 14h30, l'ambiance chaleureuse de cette journée ensoleillée va soudainement s'assombrir. La brigade de la gendarmerie de Brionne reçoit la visite d'un habitant de Calville que nous nommerons Michel. Paniqué, il déclare que sa compagne, âgée de 49 ans, que nous prénommerons Nicole, a disparu. Il me dit voilà, ce matin je suis parti prendre mon service à la gare SNCF vers 4h30 du matin. Je l'ai quittée, elle dormait. J'ai laissé un petit mot pour lui souhaiter une bonne journée. Michel poursuit son récit et raconte qu'à son retour vers 12h30, il constate que, contrairement à l'habitude, les volets sont restés fermés. Il rentre dans la maison, il ne la trouve pas. Il constate que son sac n'est plus là et qu'elle n'est nulle part. Les voisins disent qu'ils ne l'ont pas vue. Il téléphone à la meilleure amie de Nicole. Il appelle le kinésithérapeute de Nicole pour savoir si elle s'est rendue à sa séance de kinésithérapie. Il finit par appeler la fille de Nicole pour lui demander si elle a des nouvelles de sa mère. Et tout le monde explique qu'ils n'ont pas vu Nicole. Michel est terriblement inquiet. Face à son désarroi, les gendarmes prennent la situation au sérieux et ils décident de le raccompagner chez lui. Ils en profitent aussi pour faire une visite de la maison. Là, il va constater qu'il manque un certain nombre d'effets personnels, une valise. Il va décrire un certain nombre de vêtements qui sont manquants
dans la garde-robe, des chaussures, une nuisette, et puis de l'argent, 500 € en liquide, qui aurait également disparu. Michel ne comprend pas. Il se dit surpris par ce départ, dans la mesure où tout se passait bien entre eux. Quelqu'un aurait-il enlevé Nicole? Mais dans la maison, les enquêteurs ne constatent aucune trace de lutte. Il n'y a aucun élément qui fait penser à une bagarre, à un enlèvement, à une action violente quelconque. Absolument rien dans la maison laisse penser à ce genre de choses. Que s'est-il passé cette journée de l'été 2009 à Calville? Nicole est-elle partie de son plein gré? Et si c'est le cas, pourquoi ne l'avoir dit à personne? À moins qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. À Calville, Nicole, 49 ans, vient de se volatiliser. Les gendarmes de la brigade de Brionne décident d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Les gendarmes vont faire une enquête de routine pour essayer de retrouver tous les indices qui mèneraient vers Nicole, c'est-à-dire est-ce qu'elle a pris un taxi, est-ce qu'elle a utilisé sa carte bleue, est-ce qu'elle a réservé un hôtel, est-ce qu'on l'a vue à la gare ou ici ou là. Aucun témoin, aucune trace, aucune utilisation de ces moyens de paiement. Et là, ça commence un petit peu à inquiéter tout le monde. Dans le village, c'est l'incompréhension. Nicole menait une vie des plus harmonieuses. C'était une femme coquette qui aimait prendre soin d'elle et profiter de la vie. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui aimait bien blaguer, voilà, quelqu'un qui aimait la vie. Et donc, ce qui était très surprenant, c'est de penser qu'elle ait pu tout laisser tomber, partir comme ça. Nicole traversait-elle un moment difficile de sa vie qui pourrait expliquer ce départ précipité? À la gendarmerie, l'enquête se concentre sur son histoire. Elle se marie, elle a une fille et elle va divorcer dans les années 1993-1994. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle rencontre Michel et avec qui elle va poursuivre sa vie. Nicole fait la connaissance de Michel dans le magasin de vidéos qu'il possède à Brionne, à 3 km de Calville. Tous ceux qui sont témoins de l'extérieur de cette vie de couple décrivent un couple très amoureux avec un homme qui est plein d'égards pour sa compagne, qui l'entoure de tendresse, d'affection, qui est très prévenant. Dans les rues de Calville, on les voit régulièrement se promener, main dans la main. Un projet de mariage a même été évoqué quelques mois auparavant. Nicole n'avait donc aucune raison de vouloir partir, même si depuis une chute dans l'escalier survenue un mois auparavant, elle avait changé de tempérament. S'était occasionné une fracture du coude, elle avait également été blessée à la tête. Et bon, cet accident semble l'avoir rendue un petit peu irascible. Depuis, Nicole était en arrêt maladie et se déplaçait difficilement. Pour les enquêteurs, la thèse du départ volontaire s'éloigne. Dans l'impasse, ils décident donc de perquisitionner le pavillon du couple. Et là, un élément les interpelle. Dans l'escalier du sous-sol, des traces de sang vont être découvertes. Soudain, et pour la première fois, la piste du crime est prise au sérieux. D'autant qu'après vérification, il s'agit bien du sang de Nicole. Mais en réalité, très vite, on va expliquer ces traces par la chute dans l'escalier, qui est parfaitement connu. On sait que les pompiers sont venus. Enfin, c'est quelque chose qui ne permet en aucune manière d'expliquer la disparition. C'est alors que 2 jours plus tard, un nouvel élément va permettre à l'enquête de rebondir. Un téléphone portable va être rapporté au service de gendarmerie par une personne qui dit l'avoir trouvé. Il va s'avérer que c'est le téléphone de Nicole. Le téléphone a été découvert en bordure de voie, non loin de chez Nicole, sur le chemin menant à la gare de Bernay.
Les gendarmes s'attellent à son exploitation, mais mis à part les appels inquiets de son compagnon, ils n'y trouvent rien de concluant. Ce téléphone, finalement, ne permettra pas non plus de remonter la piste des faits ou la piste d'un suspect ou la piste de Nicole. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce téléphone est très étonnant qu'on le retrouve à cet endroit-là. C'est une question de plus qui se pose, mais on n'a toujours pas de réponse. À la brigade de Brionne, l'enquête piétine. Pour les enquêteurs, la thèse du départ volontaire ne tient pas la route, même si la famille veut encore y croire. À tel point que Michel part à la recherche de Nicole à Barcelone, destination d'un récent voyage du couple. Il va prendre avec lui des photos de Nicole, la présenter à des gens qu'ils ont pu rencontrer sur place, refaire le parcours dans l'hôtel, dans les restaurants qu'ils ont pu fréquenter pour aller essayer de retrouver sa trace en se disant que peut-être, si elle est partie prendre l'air et prendre du recul par rapport à son travail, à son couple, etc., c'est peut-être là qu'elle se trouve. Et là, évidemment, ça ne donnera rien. Où peut bien se trouver Nicole? L'a-t-on enlevée, comme semblent le penser les enquêteurs? Et pour quelle raison? Mais surtout, est-elle toujours en vie? À Calville, cela fait 5 mois que Nicole a disparu. L'enquête des gendarmes n'avance pas, mais ils ne croient pas au départ volontaire de cette mère de famille de 49 ans. C'est alors que l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. Un vététiste qui est dans une forêt qui est assez loin du domicile du couple, on est à peu près à 80 km de là, aperçoit pendant sa promenade quelque chose qui ressemble à un crâne humain. Alertés, les techniciens de la cellule d'investigation criminelle d'Évreux, accompagnés d'un médecin légiste, arrivent sur les lieux. Ce que je constate, c'est que la première chose qui est visible, c'est un crâne. Et il se trouve à quelques mètres d'un amas de terre et de feuilles, en dessous desquels on distingue un tissu. Et quand on dégage un peu les feuilles, la terre, c'est pas enterré de manière très profonde. On s'aperçoit que c'est un sac de couchage et qu'il a été refermé par du scotch marron à plusieurs endroits. Et lorsqu'ils vont le remuer un petit peu, ils vont s'apercevoir qu'à l'intérieur du sac de couchage se trouvent des restes humains en état de putréfaction. Sous le squelette, les gendarmes découvrent un t-shirt, un stérilet et une bague. À ce stade, une seule certitude, le corps est celui d'une femme. J'ai gardé espoir. Je me suis presque obligé à penser que ça ne pouvait pas être le corps de Nicole qu'on avait retrouvé en forêt de Lyons. Mais le 17 mars 2010, soit 7 mois après la disparition de Nicole, les gendarmes sont formels. Ce corps est bien le sien. Le mot, c'est au-delà de la douleur, c'est l'injustice. L'injustice qui lui a été faite parce que c'est particulièrement abject. On a envie que les enquêteurs retrouvent très vite les auteurs, le ou les auteurs. Les gendarmes de la section de recherche de Rouen, dorénavant en charge de l'enquête, s'y attellent. Ils s'intéressent à l'environnement professionnel de Nicole. Elle travaille au service d'urbanisme de la mairie de Brionne. Dans son équipe, on a gardé en mémoire une altercation, en 2007, avec un certain Christian. Elle était assez piquante. Elle aimait bien savoir et vous balancer des trucs assez piquants. Donc moi, je n'aime pas comme... Excuse-moi, mais qu'on m'emmerde trop non plus. Les mots sont échangés, vont trop loin, elle se moque de lui, lui claque la porte de la réunion, s'en va. Le problème, c'est que dès le lendemain, il est en arrêt maladie. Il ne retourne pas travailler. D'ailleurs, il ne va pas retourner travailler pendant très longtemps. Et les enquêteurs vont se poser des questions. Ils étudient les relevés téléphoniques de Christian. Ces derniers révèlent que durant les 2 semaines précédant la disparition de Nicole,
Il l'a appelé à de nombreuses reprises. Pourtant, il n'avait eu aucun contact pendant plus d'1 an. Mais ce n'est pas le seul élément qui intrigue les enquêteurs. Il connaît la forêt de Lyons-la-Forêt puisque c'est un chasseur et qu'il chasse régulièrement dans cette forêt. Le corps a été retrouvé dans la forêt, conflit, corps, prise de contact quelque temps avant. Les enquêteurs sont persuadés d'être sur une piste sérieuse. Et le 27 juillet 2010, Christian est placé en garde à vue. Il est alors questionné sur le conflit qu'il avait opposé à Nicole. Il leur répond que c'est une altercation, somme toute, comme on peut y en avoir dans tous les milieux professionnels, que le ton est monté, mais que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, qu'il est en arrêt de travail parce qu'en fait, il est en train de divorcer et qu'il était mal dans sa peau à ce moment-là, et c'est peut-être ce qui justifie d'ailleurs cette altercation, qu'il chasse dans la forêt, voilà, comme tout chasseur à ce moment-là, et que c'est un élément forcément à charge, mais c'est pas un élément décisif. En revanche, il leur dit qu'il ne se rappelle plus des appels téléphoniques, il ne les justifie pas et il ne peut pas les expliquer. Cumuler les emmerdes les uns derrière les autres. Hein. 32 ans de mariage que tu fasses la gueule, c'est déjà pas mal. Donc, plus ça qui vous arrive sous le dos, à un moment donné... on n'en pouvait plus, quoi. C'est tout. Ça vous... Comme on dit, ça vous corse, quoi. Les gendarmes n'ont finalement rien de tangible qui permette de confondre Christian. Il est donc mis hors de cause à l'issue de sa garde à vue. Pour les enquêteurs, c'est un nouveau coup dur. Toutes les pistes mènent à des impasses. Serait-il passé à côté d'un élément? Que vont-ils découvrir en reprenant l'enquête à zéro une nouvelle fois? À la section de recherche de Rouen, 7 mois après l'identification du corps de Nicole, les gendarmes décident de s'intéresser de nouveau à son environnement proche, tout particulièrement à son compagnon, Michel, âgé de 45 ans. Il a toujours travaillé, il n'a jamais eu de problème judiciaire, il s'occupe de sa belle-fille. C'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement fait parler de lui, qui est rangé, qui est tranquille, qui est calme, qui est gentil, qui lie facilement amitié avec les uns et les autres sans être extravagant. Enfin vraiment le portrait d'un homme ordinaire. Seuls les échecs professionnels et les dettes, contractées au gré de ces entreprises, viennent ternir le parcours de cet homme ordinaire. Il a une carrière professionnelle qui est un peu en dents de scie. Il a été gérant d'un magasin vidéo qui a été l'occasion pour lui de rencontrer Nicole. Ensuite, le magasin a fermé parce qu'il a fait faillite. Les enquêteurs s'interrogent. L'argent pourrait-il constituer un mobile? Ils décident donc de vérifier les comptes bancaires du couple. On va s'apercevoir qu'il y a, de manière un petit peu irrégulière mais récurrente, des chèques qui sont tirés sur le compte joint à destination d'un jeune homme qui n'avait pas été forcément repéré comme faisant partie de l'entourage du couple. Les enquêteurs décident d'entendre ce jeune homme que nous appellerons Sylvain. Il leur raconte que Michel faisait appel à lui de temps en temps pour l'aider dans son vidéoclub. Et il va leur livrer une révélation fracassante. Il va expliquer qu'à l'époque où le magasin de Michel allait mal, il lui aurait prêté une somme de l'ordre de 300 ou 350 000 francs de l'époque. Une somme que Sylvain aurait volée à son grand-père, avec la complicité de Michel. Des années plus tard, Sylvain a décidé de se faire rembourser son fameux prêt. Hein. Il a envie de rentrer dans ses fonds. Et donc, d'après ce qu'il ressort, il harcèle Michel pour obtenir le remboursement de l'argent qui se fait par petites sommes de l'ordre, je crois, de 500, 700 euros.
Sylvain ajoute devant les enquêteurs que Nicole avait fini par être au courant de cette dette et que cela avait créé des tensions au sein du couple. Michel se retrouve de nouveau dans la ligne de mire des gendarmes. Là, il commence à nourrir quelques doutes, notamment sur la rapidité avec laquelle il leur a signalé la disparition de sa femme. Il rentre chez lui, au bout d'une heure, il se précipite chez les gendarmes pour dire « elle n'est plus là ». Autre détail troublant, le téléphone portable de la victime est découvert sur l'axe qu'emprunte Michel tous les jours pour se rendre au travail. À partir de cela, les gendarmes ont un petit peu le sentiment que ça ressemble un petit peu à un scénario écrit d'avance. Donc le 21 novembre 2012, les enquêteurs décident de placer Michel en garde à vue. Plus de 3 ans après les faits, l'enquête va-t-elle enfin aboutir? Michel a-t-il été rattrapé par son passé? Aurait-il tué sa compagne pour la faire taire? À la section de recherche d'Évreux, plus de 3 ans après la disparition de Nicole, Michel, son compagnon, vient d'être placé en garde à vue. Au même moment, les gendarmes perquisitionnent la maison du couple où habite désormais la fille de Nicole. Ils sont à la recherche de preuves qui pourraient confondre Michel. Ils interrogent notamment la fille de Nicole sur le duvet dans lequel le cadavre a été retrouvé. Et la fille de Nicole leur confirme qu'elle possédait effectivement un duvet tout à fait identique. Mais la jeune femme indique qu'elle ne l'a jamais revu depuis la disparition de sa mère. En garde à vue, Michel est interrogé sur ce fameux duvet. Michel explique que la dernière fois qu'il a vu le duvet, c'était au mois de janvier précédent la disparition de Nicole, qu'il ne l'a pas revu, qu'il n'a pas fait forcément attention à ce duvet et qu'il doit être resté dans la maison. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Face à ces incohérences, Michel commence à perdre sa sérénité et finit par craquer. Il raconte que le soir du 16 août 2009, une dispute a éclaté avec Nicole au sujet de l'argent prêté par Sylvain. Nicole serait sortie de la salle de bain alors que lui était dans le séjour, en s'en prenant à lui, en lui expliquant que c'était un bon à rien, que cette histoire de remboursement de prêt, ça commençait à bien faire, qu'il ne gagnait pas assez d'argent, qu'il les avait mis dans une situation difficile avec cet emprunt ou ce don ou ce vol, mais qu'en tout cas il fallait rembourser et que ça pesait vraiment sur la vie du couple. C'est alors que la situation s'envenime et que Michel perd le contrôle. Il lui dit « mais maintenant ça suffit, tais-toi, tais-toi ». Et il va faire ce geste d'approcher ses mains de ses épaules et puis de son cou et de sa gorge et de lui dire « tais-toi, tais-toi ». Et qu'elle se serait effondrée et qu'il se serait rendu compte à ce moment-là qu'il venait de la tuer. Il prétend qu'à ce moment-là, il a un peu perdu les pédales. Je me suis mis à tourner dans la maison, dit-il. Et puis, il a pris ensuite la décision de se débarrasser du corps. Il a décidé de mettre le corps dans un sac de couchage, de nouer les extrémités de ce sac de couchage avec du scotch. Il a mis le corps dans le coffre de la voiture et puis est parti à la maraude sans savoir où il allait aller. Michel explique alors qu'il s'arrête en forêt au hasard et dépose le duvet sous les branchages. Aujourd'hui, face aux enquêteurs, il affirme regretter son geste. Il dit « mais j'aimais cette femme. J'aimais profondément cette femme, j'aimais éperdument cette femme, je l'aime toujours. Je regrette ce qui s'est passé, je voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle se taise. » Michel est mis en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré à la prison d'Évreux.
Mais 2 semaines plus tard, devant le juge d'instruction, il revient sur sa première version des faits. En réalité, il n'est plus du tout sûr de l'avoir étranglé, que lui, ayant repensé, a plutôt le souvenir de l'avoir secoué et pas d'avoir serré ses mains autour de sa gorge. Que s'est-il réellement passé le soir du 16 août 2009? Le procès à venir permettra-t-il de répondre à cette question? Quelle sera l'attitude de Michel dans le box des accusés? Et à quelle peine sera-t-il condamné? Le lundi 12 janvier 2015, soit plus de 3 ans après les faits, le procès de Michel s'ouvre devant la cour d'assises de l'Eure. Sur le banc des parties civiles, la famille de Nicole attend des réponses. La famille de Nicole veut comprendre pourquoi pendant 3 ans, Michel s'est joué d'eux. Pourquoi pendant 3 ans, Michel a pu accepter des invitations à déjeuner, des invitations au restaurant de la part de cette famille. Comment est-ce qu'il a pu jouer la comédie à ce point-là? Dans le box, l'accusé campe sur ses dernières déclarations. Il dit avoir secoué sa compagne sans intention de la tuer. Pourtant, à la barre, les experts sont formels. Seul un étranglement peut expliquer le décès de Nicole. Tous les experts étaient d'accord pour dire que un adulte ne peut pas mourir d'un simple secouement. Des lésions de secouement de ce type ne peuvent entraîner des lésions graves et éventuellement le décès que chez des bébés. Mais l'enjeu majeur du procès tourne autour de la personnalité de Michel. L'homme de 48 ans est-il un pervers manipulateur ou est-il tout simplement dans le déni? Lui dit, je savais au fond de moi ce que j'avais fait, mais je ne voulais pas l'admettre. Et donc j'ai fait en sorte, par un mécanisme psychologique qui m'échappe, d'évacuer cette idée. Appelés à la barre, les experts psychiatres vont eux aussi dans ce sens. Tous, unanimement, vont dire il n'est pas manipulateur. Tous, unanimement, vont dire il est sincère lorsqu'il explique qu'il ne voulait pas la mort de cette femme. L'avocate de la famille de Nicole monte au créneau. Face aux jurés, elle pointe du doigt des faits qui, selon elle, montrent clairement le côté manipulateur de Michel. Lorsqu'il envoie un SMS à Nicole en lui disant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» sauf à aiguiller les enquêteurs sur une mauvaise voie, il sait parfaitement qu'il n'obtiendra aucune réponse à ces SMS. Donc je pense qu'il n'y a qu'une partie et une infime partie de Michel qui a dénié la commission des faits. Michel, lui, savait ce qu'il avait fait. Le délibéré se prolonge tard dans la nuit et les jurés atténuent effectivement la sentence. Au lieu des 20 années requises par l'avocat général, Michel est condamné à 15 ans de prison. Un verdict qui satisfait la famille de Nicole. C'est une peine qui montre aussi que finalement la thèse du déni, la thèse du dédoublement de la personnalité et de l'absence de manipulation n'a pas forcément été entendue et que finalement l'homme ordinaire a quand même commis des faits graves et que ces faits méritent 15 ans de réclusion. À Calville, plus de 6 ans après les faits, personne n'effacera de sa mémoire le geste d'un homme que tous croyaient ordinaire.
Quant au souvenir de Nicole, il restera à jamais gravé dans le cœur de toute une région. On n'oubliera pas ce qui lui est arrivé. Ça fait partie malheureusement de nous et de notre histoire.